Bonsoir. Je remercie infiniment Jacques Weber d'être avec nous ce soir parce qu'avec le temps un peu curieux qui règne sur Paris, nous avions quelques craintes, mais il a eu la gentillesse de venir nous voir et je l'en remercie. Merci, non, voilà, tout va bien. Je suis ravie de vous accueillir, Jacques Weber. Vous avez incarné à de nombreuses reprises Gustave Flaubert, soulignant sa boulimie de travail, son génie créatif et son égoïsme vis-à-vis des femmes. En 2015, vous étiez sur scène au Théâtre de l'Atelier pour nous dire sa correspondance. C'est avec un très très beau découpage. Je ne sais pas qui est la personne qui avait fait le découpage du spectacle et de la correspondance, mais c'était quand même un gros travail et c'était excellent. Et aujourd'hui, vous publiez ce livre et vous nous faites un portrait très libre, très délié, très personnel de Gustave Flaubert. Ce livre est un régal. Moi, j'ai passé ma soirée avec Flaubert et Jacques Weber hier. Je ne me suis pas ennuyée du tout et que j'en garde de très bons souvenirs. C'est lequel qui vous a le plus ça, on verra ça plus tard. Ah bah voilà. Moi, je n'avais pas aimé lire Gustave Flaubert quand j'étais au lycée. C'est quelque chose qui me tombait des mains totalement et on me demandait de décortiquer Maud Bovary dans tous les sens. Alors, sa rencontre avec Rodolphe, la province, le mari. Vraiment, ça me tombait des mains. Et j'ai cru comprendre en vous regardant à la grande librairie que ça a été aussi votre cas. Le premier souvenir de Flaubert que vous avez est un souvenir scolaire et pas franchement le meilleur. Oui, d'ailleurs, moi j'étais très mauvais élève et j'avais un rapport avec la littérature épouvantable parce que je trouvais les professeurs beaucoup trop dogmatiques et nous dictant définitivement ce qui était le plus grand, le plus lyrique, le plus ceci, le plus cela, l'inventeur du roman moderne, etc., etc. Bref, le classement type Lagarde et Michard, bien que Lagarde et Michard c'était une grande découverte, oui, c'était bien, mais ça me déplaisait fortement et donc je suis passé totalement à côté et de toute la littérature du 19e et même celle d'avant, sauf que dans le 17e, j'avais trouvé de quoi me nourrir avec les grands hommes de théâtre, puisque j'ai été fou de théâtre dès l'âge de 9 ans, mais il a fallu longtemps pour que je me plonge dans la littérature du 19e, et je crois que c'est dû en partie à mon rapport avec l'éducation nationale. Voilà. Donc c'est pas une raison pour la condamner, c'est pas. Mais en tout cas, c'était très compliqué. Et en effet, Flaubert était toujours d'abord représenté comme l'homme de Madame Bovary. On mettait un peu de côté au Salammbô, alors que c'est une œuvre tout à fait passionnante, même si elle est un peu rébarbative par son extrême richesse. Ça me fait penser à la cuisine trop riche Salammbô. Et puis, surtout, on avait quasiment occulté ce qui paraissait irrévérencieux, absolument effrayant, scandaleux. La correspondance a été mise au premier plan que beaucoup plus tard, je crois. La Pléiade, retravaillée par Jean Bruno, c'est apparu dans les années, je ne veux pas dire de bêtises, mais 85, quelque chose comme ça, je crois. Ouais. Et donc vous parliez de quelqu'un qui s'appelait Arnaud Bétoué, qui m'a proposé son montage remarquable, et c'est lui qui m'a mis le doigt sur cette correspondance. Et là, je suis tombé vraiment en pamoison, parce que l'homme de la correspondance Flaubert n'a absolument rien à voir avec l'homme du roman Flaubert. Non, et là, on sent que vous régalez quand même. Hugo, Maupassant et tant d'autres sont tout à fait les mêmes, aussi bien dans leur correspondance que dans leur roman. C'est ce qui vous a séduit chez Flaubert, c'est sa liberté. C'est ce grand écart que je retrouve d'abord chez beaucoup d'entre nous. Je parle de nous, là, de mon métier d'acteur. Les bourgeois qui pensent en milieu. Et puis, mais dans beaucoup d'individus, nous sommes tous à tourner autour de la difficulté dont Pascal parlait, l'envie, le désir débordant, la nécessité débordante d'être seul et l'impossibilité de l'être. Et ces termites de Croisset, c'est plus une légende qu'une réalité, car en effet, Flaubert fait un effort physique, mental considérable,
Et en effet, d'une façon extrêmement solitaire, dans sa maison à Croisset, sa maman fait la cuisine à l'heure fixe, et en même temps, il mène une vie très très mondaine à Paris, avec les concours, avec ses amis, avec la princesse Eugénie, avec tout ça. Et cette espèce de sans arrêt de grand écart entre deux facettes de sa personnalité, ça m'a renvoyé à la mienne, à celle de mes acteurs et finalement à celle de pas mal d'entre nous. Quoi. Il écrit sans arrêt. Novembre, il l'écrit vers 13 ans, par les chants et par les grèves, vers 16-17 ans. Et même avant, il a écrit beaucoup. D'ailleurs, il y a un volume de la Pléiade qui est sorti sur ses toutes premières lettres. Et c'est étonnant à quel point la langue est encore embourbée de la grande onctuosité du mauvais romantisme. Enfin, c'est une langue un peu lourde, un peu suradjectivée. Mais déjà, on sent l'écrivain, on sent que c'est là où il s'exprimera. C'est à la même époque où il a envie d'être acteur. Et ça, c'est tout à fait troublant. Une envie, mais forcenée d'être acteur. Et à partir de là, petit à petit, il va lutter vraiment de façon acharnée pour arriver vers, il le dit lui-même, vers le rien en littérature. Le rien, c'est l'espace le plus absolu. Il dit « j'aimerais un style qui ne se soutient que par lui-même, comme la terre, sans être soutenue, se tient en l'air ». C'est Flaubert qui parle. J'ai envie de me casser la gueule quand je songe que je n'écrirai jamais comme je veux, ni le quart de ce que je rêve. Toute cette force que l'on se sent et qui vous étouffe, il faudra mourir avec elle et sans l'avoir fait déborder. C'est comme les envies de foutre, on soulève en idée tous les cotillons qui passent, mais dès le 5e coup, tout se perd le manque. Alors le sang vient au gland et la concupiscence reste au cœur. C'est ça, Flaubert. Alors, c'est toujours des fins étonnantes, hein, des fins, même dans ses lettres, hein, dans sa correspondance. Alors, ce qui est très beau, c'est qu'il est capable d'écrire des choses comme ça. Oui. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que lorsqu'il arrive à la phrase expurgée, pure, il y a derrière tout ça, il y a cette vibration organique, sensuelle, car pour écrire que au 5e coup tout se perd me manque, faut vraiment avoir une belle nature. Et beaucoup d'expérience. Et en même temps, il y a des fois je me dis, il en dit tellement qu'il a peut-être un petit souci par rapport à ça, parce que il est quand même terriblement excessif, parce qu'il dit des choses, par exemple quand il a grossi et que sa femme le quitte, attendez, sa femme, pas façon l'amante, lui se connaît, et elle le quitte parce qu'elle en a marre, elle fait le trajet Paris-Rouen, et à l'époque, ça voulait dire quelque chose. Paris-Rouen, c'était beaucoup plus long que Paris-Amiens maintenant. C'était énorme, c'était 3-4 heures de calèche. Parce qu'ils ne voulaient pas prendre le train, c'est merveilleux, parce qu'on risquait de s'asphyxier vu la vitesse du train, c'est complètement fou. Non, mais c'est ça, c'est tout ça qu'il y a dans lui. Il utilise aussi, alors moi je ne savais pas, je l'ai appris, les gueulades. Alors oui, ce qu'on appelait le gueuloir. Alors c'est tout à fait troublant parce que on m'a dit tu dois faire pareil puisque tu es acteur. En fait non. Flaubert gueulait vraiment. Il avait besoin d'entendre sa phrase, haut et clair, enfin dans le grand large. Alors même que moi j'ai un problème de ponctuation que je retravaille avec ma femme après parce que je les mets pas, parce que je les entends. C'est-à-dire que moi j'entends ma phrase dans ma tête et donc très souvent j'oublie la ponctuation. Et après il faut que je la refasse complètement parce que sinon les gens comprennent rien. Il y a que moi qui le comprends. Donc moi je gueule dans ma tête, mais ça c'est un truc d'acteur. Enfin un truc, c'est comme ça, enfin chez moi c'est comme ça. Et Flaubert en effet prenait son texte et l'essayait en le rythmant, en le mâchouillant, l'articulant dans son bureau, mais aussi à son bain le matin, parce que vous savez qu'il se baignait tout nu dans la Seine avec son chien. C'est un très bon nageur d'ailleurs, et voilà, il était capable de hurler son texte comme ça, un peu partout. Vous écrivez tout nu? Ça peut m'arriver, mais je trouve ça extrêmement agréable. Sans doute, puisque vous le dites. Oui. Mais c'est génial, parce que l'écriture, c'est un moment extrêmement sensuel,
et jouissif parfois, mais la jouissance, c'est pas sur la longueur, ça se travaille. Non, c'est quand on a trouvé la bonne phrase. Voilà, mais il y a un moment, c'est tellement agréable, c'est excitant d'écrire, je trouve. C'est comme quand on joue. Alors, quand on joue, on peut pas se mettre la poêle pour être encore mieux, parce que si on a un costume 17e, c'est embêtant. Mais je veux dire, certains metteurs en scène. Oui, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que moi, oui, ça m'arrive de, voilà, pas en ce moment, mais ça m'arrive, oui, bien sûr. Flaubert vit avec sa mère, donc à Croissé, sur le bord de Seine. Il écrit, mais aussi pratique la natation, vous nous l'avez dit, l'escrime, l'équitation et la chasse. Physiquement, il est encore un peu beau jeune homme, mais il va commencer à s'arrondir. Il ne s'aime pas physiquement. Il ne s'aime pas, il se désigne Beudol, vache, chèque et déliquescent. Et il signe certaines lettres à Georges Sand, le Cruchard des Barnabites. Le clochard des Barnabites. Ou ton vieux clochard, oui, mais il s'aime pas, très vite, il s'aime pas. Et alors au début, il est en effet très beau, grand, fort, célébré. Il devait être très beau. Oui, il était très très beau, et puis très vite, il est malade, il a la syphilis, il a tout ça. Puis alors à l'époque, il y avait une hygiène qui n'était pas du tout la même que maintenant. Ça ne les gêne pas du tout de copuler avec des bubons un peu partout, des chancres, etc. Ça se dit comme ça. Bah oui, tiens, l'autre jour, j'ai fourré une marâtre et hop, j'avais un chancre épouvantable. Enfin, ça ne les gêne pas du tout. C'est d'ailleurs assez effrayant quand on y pense. Et c'est vrai que il y a très très vite chez lui une présence permanente de la mort, du vieillissement et de l'épuisement. Mais il faut être aussi honnête, encore une fois, ça transparaît peut-être encore plus dans ce livre. Pourquoi ? Parce que je suis acteur et que je jouais tous les soirs, et je crois que tout joue quand on écrit, tout joue sur tout. Et c'est ce que j'ai appris dans mon métier. La journée, la température, le public, la pluie, la formation de la veille ou de une heure avant. Il m'est arrivé, moi, de jouer le jour du 11 septembre ou le jour des attentats du Bataclan. Je me souviens que la représentation est totalement déformée et différente. Et moi, lorsque j'ai écrit ce texte sur Flaubert, je jouais la dernière bande de Samuel Beckett. Et la dernière bande met en scène un homme vieillissant, qui, ayant enregistré des textes à chacun de ses anniversaires, se met à les réécouter et enregistre sa dernière bande qui sera son dernier anniversaire. Et donc c'est vraiment une réflexion magistrale avec cet humour qu'on connaît avec Beckett aussi, mais aussi cette férocité définitive qu'il y a chez lui. Et c'est vrai que j'étais très atteint par ce texte, et que sans doute il est venu un peu tiré vers cette chose un peu noire, un peu désespérée chez Flaubert. Ceci étant dit, le bouquin n'est pas noir du tout. Ah, du tout. Au contraire, il est très, très, voilà, très. Il prend le vent, quoi. Il prend le vent, il prend les filles qui passent. Quand on regarde dans les interlignes, parfois on sent qu'il y a quelque chose qui est un peu, sur l'âge, sur le temps qui passe. Et la fin, c'est exactement ça. La fin est très tendre parce qu'elle est réelle. Oui, il adorait, oui, il l'a dit, c'était ce qui le bouleversait le plus, c'était de voir des petits-enfants et de faire le clown pour eux. Et chez Georges Sand, à Noël, il se déguise, il fait le pitre. Elle est très très belle cette scène. Je crois que c'est une belle scène. Ah oui, elle est très très belle. Et là, il y a tout Flaubert là. Et vous écrivez, l'ermite de Croisset, comme le petit prince de Châteauroux, s'absente lorsqu'il travaille. Avec eux, le silence de la littérature et du théâtre trouve leur plus beau phrasé. Dans la vie, comme on dit, Gérard est un viandard, Gustave un médecin légiste. Tous deux savent découper la viande. Chez eux, le ciel est bleu comme l'entrecôte, leurs petites mains de chez Dior travaillent le muscle, désénervent le plat de côte, et leur grand tablier blanc en triangle se déploie comme l'aile d'un ange, l'os est laissé au chien. C'est bien, hein. C'est joli. C'est pas mal. Je persiste et signe. Oui, non, je suis très... on est exactement du même âge, on a démarré exactement en même temps, mais c'est vrai que j'ai une admiration presque sans borne, mais pour Gérard Depardieu, et je trouve qu'il y a vraiment un point
Il y a une ressemblance, il y a une similitude dans la façon dont justement, alors pour le coup, ils font le grand écart. Gérard Depardieu est un personnage qu'on présente souvent, oh, alors, ouh, et on le voit bouffer 4 entrecôtes d'affilée, il a 140 kilos, il est énorme, il est rude, il hurle surtout, il est de mauvaise foi, il est merveilleux, il est hyper cultivé, il est hyper mnésique, il est solaire, et voilà. Et puis quand il joue, si vous remarquez bien, et ça c'est Jean Carmet qui disait qu'il était très féminin, et c'est vrai, quand il joue, et quand il aime jouer, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, il y a chez lui le micro-bande. Et c'est drôle ça. Ça c'est drôle, je parle de Depardieu, voilà. Et là-dessus, quand il joue, il y a une délicatesse, d'une féminité, d'une pureté absolue. Il a une voix extrêmement fine. C'est un des rares acteurs où on comprend absolument tout ce qu'il dit quand il joue. Et puis moi, j'ai eu la chance de le voir dernièrement. Et là, je vous invite tous à courir le voir, chanter, l'entendre chanter Barbara. Je pense que c'est une ou deux plus belles choses que j'ai entendues dans ma vie. Mais vraiment, j'étais totalement bouleversé. Il n'y avait pas que moi, toute la salle était comme ça. Il y a chez lui, alors là, pour le coup, on est dans le rien absolu, dans la grâce absolue, vraiment. Alors, Flaubert se coltine avec les mots. Je vais poser encore une question à Jacques Weber et ensuite je vous demanderai si vous avez des questions à lui poser. Flaubert se coltine avec les mots, mais vous aussi. Compliqué, jamais leur place, mes mots ronflent trop, j'ai envie de leur casser la gueule, la pensée crisse, mon corps se courbe, je veux jouir d'écrire et de tout comprendre, aimer et dire, je veux m'envoyer en l'air, pénétrer le ciel, ouvrir le ventre des dieux. Joli programme. Oui, joli programme, mais voilà, j'espère que ça n'est pas qu'une velléité, que la volonté sera peut-être un jour entendue, mais c'est vrai que j'ai envie d'aller plus loin dans le fait d'écrire. Comme il m'est arrivé, j'ai eu la chance pendant 50 ans de faire mon métier, et j'ai la chance de commencer à comprendre un peu de quoi il s'agit, quoi. C'est-à-dire que je pense, et comme je comprends le monde, on ne doit pas dire regardez, on ne doit pas... La séduction, c'est le contraire de l'agressivité. Je crois que la séduction est féminine, elle est douce. Voilà. Je crois ça. Les livres jouent un rôle important dans votre vie. Ils sont rentrés dans votre vie à quel âge ? Très tard. Moi, j'ai lu très peu au début. J'étais surtout... J'aimais surtout m'amuser à me déguiser, à jouer des trucs, mais je n'aimais pas lire. C'était pas assez actif pour moi, et surtout j'avais un vrai problème, et qu'on a souvent. Je disais, est-ce qu'en lisant je ne m'écarte pas du monde. J'avais la sensation de m'éloigner du monde, alors que maintenant je me rends vraiment compte que lorsqu'on lit, on est un peu plus près du monde. Je crois vraiment. Voilà. Avez-vous des questions ? Je continue. Si, oui, une question. Est-ce que Flaubert, oui, non, je parlerai fort. Est-ce que Flaubert est toujours au programme littéraire dans l'éducation nationale ? Deuxième question, est-ce que vous êtes intervenu déjà à la demande d'enseignants pour parler de littérature et de Flaubert en particulier ? Alors, je ne peux pas vous répondre à la première question. Je pense que oui, forcément, Flaubert est encore enseigné. Enfin, je l'imagine et je l'espère. De quelle façon, je ne sais pas, puisque maintenant, je crois qu'on ne travaille plus par ordre chronologique, mais plus par ordre thématique. Enfin, beaucoup de choses ont changé, mais je ne suis pas au courant. Par contre, oui, beaucoup d'enseignants ont fait appel à moi et j'ai répondu. C'est pas le cas de tous mes partenaires, tous mes collègues. Beaucoup de mes collègues le font aussi. Moi, j'aime bien ça. J'aime beaucoup me coltiner à des très jeunes gens qui posent parfois des questions extrêmement embarrassantes, extrêmement pertinentes. Et puis, j'aime beaucoup revenir à l'école que j'ai mal aimée, qui m'a mal aimé. Et j'aime bien y retourner en étant un peu plus sûr de moi, et en étant sûr que le prof m'emmerdera plus, quoi. Voilà, et j'aime bien ça. L'autre jour, j'ai parlé beaucoup, j'ai même joué des textes de Hugo dans un lycée. C'était tout à fait formidable, quoi. Je leur montrais à quel point il y avait encore des résonances vertigineuses entre les grandes condamnations d'Hugo et notre monde. Et parce que j'étais très surpris pendant la campagne électorale
que les politiques s'emparent à tel point de la langue de Hugo. Puis ils citaient tous Hugo. De la gauche à la droite, tout le monde citait Hugo, c'était invraisemblable. Alors on ne cite pas Flaubert, pourquoi? Parce que Flaubert s'est jamais trop intéressé à ça, si ce n'est qu'il a quand même quelques phrases saignantes, comme si le rêve de la démocratie est d'élever le niveau du prolétaire au niveau de la bêtise du bourgeois, alors je dis à bas la démocratie. C'est quand même énorme. Et puis ces politiques bipèdes sans plumes, mélange de dindes et de vautours qui font la roue comme des pans. Non, il peut être d'une violence totale. Alors il faut se méfier là aussi de ces espèces de grands coups de colère qui sont parfois un peu généralistes, mais on a besoin des coups de gueule. C'est comme l'histoire de Balance ton porc, c'est très excessif, mais en même temps c'est un coup de gueule salutaire, je crois quand même. Ouais.